Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer notre deuxième application qui va être un clone de Pinterest. On pourra lister tous les pins, afficher les détails d'un pin, créer un pin, le modifier, modifier nos informations de profil, modifier notre mot de passe, se déconnecter. On pourra ici réinitialiser notre mot de passe, se connecter, vérifier notre adresse email et plein d'autres mishibushi. Donc là, sans plus tarder, nous allons créer notre application Symfony. Je vais donc utiliser le client Symfony et faire Symfony New Pinterest. Là, vu qu'on veut utiliser l'approche traditionnelle, afin d'avoir tous les composants qu'on retrouve généralement au niveau d'une application web, je vais rajouter l'option -- full. Pour la première application, on avait utilisé l'approche Micro Framework. Donc là, basiquement, Composer a eu à créer notre projet en se basant cette fois-ci sur Website Skeleton. Pour l'approche Micro Framework, c'était plutôt Symfony Skeleton. Notre projet a été initialisé ensuite comme un projet Git. Je vais me déplacer au niveau de mon projet et on va faire un Symfony Serve. Vu que je veux démarrer le serveur en arrière-plan, je vais rajouter l'option -d. Notre serveur a été démarré, je peux cliquer sur le lien. Ou bien on aurait pu utiliser Symfony Open Local. Donc là, parfait. Voici la page d'accueil que nous allons maintenant remplacer. Ouvrons donc notre projet au niveau de notre éditeur. On va créer un contrôleur pin controller. Et c'est ce contrôleur qui va permettre de lister tous les pins. Vu qu'on a utilisé l'approche monolithique, le bundle maker a déjà été installé. Donc je peux venir là et faire Symfony console make controller et on va l'appeler pin controller. Là, on peut voir que non seulement il nous a créé notre contrôleur, mais il a eu à créer également un template Twig, index.html.twig. Je viens donc au niveau de src, contrôleur pin controller, et voici notre contrôleur et son action index. Pour l'instant, cette action retourne le template pin index.html.twig. Donc, c'est la vue qui se trouve à ce niveau. Je vais ouvrir les deux fichiers et on va les modifier petit à petit. Mais pour l'instant, si on vient au niveau de /pin, on rend ce template et on doit avoir affiché Hello, this friendly message. Donc je vais venir là, je fais pin. Et bang, on a bel et bien Hello, this friendly message. Mais nous, premièrement, on veut que ce soit la page d'accueil. Donc on va venir là et on va enlever ceci pour mettre /. Vu que ça va représenter la page d'accueil, je vais donner comme nom de route app home. On va rendre le template pin index, mais cette fois-ci, on ne va pas passer de variable. Je viens là, oups, et on va remplacer tout le contenu par un H1 qui affiche all pin. Et là, je vais mettre Pinterest. Donc, si on regarde, le titre au niveau de la page d'accueil, c'était tout ceci. Donc, parfait. On va modifier le titre. Je préfère l'écrire avec la version raccourcie. On vient au niveau du navigateur. Et voilà, on a le bon titre. On est au niveau de la page d'accueil et on a notre H1. En lieu et place de mettre all pin, nous on veut lister tous les pins. Lorsqu'on va terminer l'application, chaque pin va avoir, disons, un titre, une description, une image et un auteur. Mais pour l'instant, on fera simple. On va dire un pin aura un titre et une description. Je vais donc créer une entité, make entity, et on va appeler notre entité pin. Je vais dire on aura un titre, ça va être une chaîne de caractères 255 non nul. Une description. Le type va être texte vu que ce sera un peu long.
La description ne peut pas être nulle et je vais faire entrer vu qu'il n'y a plus d'autres propriétés. On vient là et vous allez voir que notre entité a été créée, de même qu'un repository. Donc, pin repository. Et si on regarde l'entité, on a un identifiant, un titre, une description, et puis les getters et setters appropriés. L'identifiant va être seté automatiquement, donc on n'a pas besoin de setter. Donc, ce sera en auto-increment. On nous demande de générer une migration. Là, on va avoir une erreur. En lieu et place de faire Symfony Console, vu que c'est assez long, j'ai un alias qui est SC. Donc, si je tape SC, c'est la même chose que Symfony Console. Donc, je vais faire Symfony Console Make Migration. Et vous allez voir, on aura une erreur. Donc, on n'a pas configuré l'accès à la BD. On vient au niveau du fichier .env et pour l'instant, ceci n'a pas été configuré. En lieu et place de mettre la configuration dans le fichier .env, j'aime créer un fichier .env.local. Le fichier .env est commité, alors que le fichier .env.local ne va pas être commité. Donc, je préfère créer .env.local. Là, on va coller ceci. L'utilisateur, c'est root. Il n'y a pas de mot de passe au niveau de ma machine. Si vous avez un mot de passe, il faudra le mettre. On est en local, le port est le bon et on va appeler la base de données Pinterest Dev. La version du serveur 5.7. Donc moi, généralement, je mets le nom du projet underscore le nom de l'environnement. Vu que c'est la base de données de dev, on met underscore dev. Si je voulais créer une base de données de test, ce sera underscore test. Et la base de données de production, on n'aura pas de underscore quelque chose. Ça va être simplement le nom du projet. Donc là, c'est parfait. Il faudra créer la BD. Pour l'instant, si j'ouvre un nouvel onglet, on fait MySQL -uroot-p, show database. On voit qu'on n'a pas notre base de données Pinterest Dev. Et on va faire Symfony Console, Doctrine, Database, Create. Si je voulais la supprimer, je fais ici Drop. Là, il faudra rajouter -force. Vu que c'est une opération délicate, si je ne le mets pas, ça ne va pas marcher. Je fais Force et vous allez voir, on aura notre DB qui aura été supprimé. Bon, je vais la recréer en faisant Create et on est bon. Donc maintenant qu'on a notre base de données, il ne doit plus nous dire qu'on a un problème. Donc je vais refaire Symfony Console Make Migration. Si vous regardez, on aura une migration qui aura été créée. Donc il va créer une table PIN. Chaque PIN aura un identifiant, un titre et une description. Moi, j'aime que le nom de mes tables soit ici au pluriel, pas au singulier. Donc, je vais supprimer cette migration. Et on va venir au niveau de notre entité. Et je vais rajouter @orm table. Et je vais dire comme nom de table, on va avoir PIN au pluriel. Donc, je refais Make Migration. Et vous allez voir la nouvelle migration va créer une table au pluriel. Donc ici, lorsqu'on va appliquer la migration, on va créer la table. Si on décide de l'annuler, on va supprimer la table PIN. Je vais mettre une description, Create PIN Table. Donc là, parfait. Pour l'instant, si on utilise notre base de données, on voit qu'on a uniquement la table pour les migrations. Donc, c'est ce qui permet de gérer les migrations. Mais lorsqu'on va faire Symfony Console, Doctrine Migration Migrate, comme ça a été indiqué, on pourra appliquer notre migration et la table PIN va être créée. On fait Yes. La table PIN a été créée. Je viens là, je refais Show Table et on peut voir notre table PIN. On va afficher la structure de la table.
en faisant Describe et on peut voir qu'on a ID, Title et Description. Donc, tout est parfait. Si vous êtes un peu curieux, on va faire un Symfony Console, Doctrine, Migrations, Statut. Et là, on nous dit que notre migration a été appliquée. Vous voyez 2020 6h13 à 6h0048. Si on regarde, c'est bel et bien ce Mitsubishi là. Donc le 13, 6e mois 2020 à 6h0048. Si on avait même rajouté Show Versions, on allait avoir beaucoup plus d'infos. Par exemple, on voit que notre migration a été appliquée et puis voici la description. Ce qui peut s'avérer intéressant si vous avez plein de migrations. Donc assez parlé, essayons de créer des pins qu'on pourra afficher au niveau de la page d'accueil. Pour faire cela, je vais utiliser un bundle qui a pour nom CSH Bundle. Rappelez-vous, les bundles vont nous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Ici, en installant ce bundle, on aura une commande CSH qu'on pourra utiliser. Donc, on va venir copier la ligne pour le composer require. Je fais composer rec, je mets le nom du bundle et puis on va l'utiliser uniquement en développement. Donc, je mets -dev. Notre bundle a été installé. Je peux normalement faire Symfony Console et vous allez voir qu'on aura une commande CSH. On remonte. Ça fait beaucoup de commandes, mais voici la commande CSH. Je vais donc faire Symfony Console CSH. Et mamma mia, voici notre console. On peut l'utiliser comme un REPL. On peut taper n'importe laquelle des expressions. Il va premièrement lire l'expression, ensuite l'évaluer. 2 fois 3 est évalué à 6. Il affiche le résultat et puis il nous demande est-ce qu'on veut autre chose. Donc à chaque fois qu'on voit ces 3 signes supérieurs, c'est ce qu'on appelle le prompt et ça nous invite à entrer quelque chose. Donc là, je peux faire ici écho de mamma mia et vous allez voir mamma mia. Vous pouvez ignorer ce truc aside qui est affiché ou bien aside. Je ne sais pas comment le prononcer. Là, je vais faire CTRL D pour quitter. Je pense qu'on peut faire également exit. Parfait. On va le relancer. Et puis si on fait ls, vous allez voir qu'on a accès à plusieurs variables. Je ne sais pas pourquoi c'est affiché bizarrement comme cela, mais on a une variable $container qui va représenter le container de service, une variable $kernel qui va représenter notre kernel, une variable $parameters pour accéder à l'ensemble des paramètres, et puis pour terminer $self. Si vous voulez voir c'est quoi $self, vous faites un dump. On va afficher uniquement la classe. Et on voit que c'est notre instance de CSH. Donc, notre instance de notre shell. Nous, principalement, on va utiliser $container. Je vais donc dire, on va faire un use de app entity pin. C'est le namespace pour notre entité pin. On vient là et c'est bel et bien le cas. On va avoir besoin de l'entity manager. Donc, on utilise le container afin d'accéder à Doctrine. Et via Doctrine, on peut récupérer notre Entity Manager. Lorsqu'on sera au niveau du contrôleur, on va pouvoir injecter l'Entity Manager en utilisant l'injection de dépendance. Mais pour l'instant ici, on va utiliser le container, on récupère Doctrine et via Doctrine, on récupère notre Entity Manager. Maintenant que j'ai mon Entity Manager, je pourrais après l'utiliser pour persister notre pin. On va créer un pin 1. Je fais New Pin. On a déjà eu à faire un use, donc ça va marcher. Pour l'instant, si on fait un dump de P1, vous allez voir que tous les attributs vont être à nul. Je vais setter premièrement le titre. On va dire pin 1 et je vais setter également la description. On va dire description 1. Là, je me suis trompé quelque part, désolé, c'est set description.
On n'est pas obligé de mettre le point virgule, ça va marcher. Donc là, je refais un dump et vous voyez, le titre et la description ont été setés. Une fois qu'on va utiliser l'Entity Manager pour persister notre PIN, un identifiant va être attribué automatiquement. Donc, je pourrais demander à l'Entity Manager de persister mon PIN. Et je n'oublie pas de faire un flush pour lui dire go, c'est le moment de le faire. Donc ça permet d'indiquer qu'on veut le persister. Ça permet de dire go, c'est le moment de le persister. Si normalement on vient là, on fait un select all from pin, on aura un pin qui va être créé. Et c'est le cas. De la même manière, si on refait un dump, on voit qu'un identifiant a été attribué. Créons rapidement un deuxième pin. Donc, je vais faire P2, New Pin. On fait P2, Set Title. Je vais mettre Pin 2. P2, Set Description. Et ce sera Description 2. On fait un Persist. Et pour terminer, on fait un Flush. Donc, après, on verra comment créer le pin via un formulaire. Mais pour l'instant, on fera simple. Je viens là. On refait un Select All et malheureusement, on n'a pas notre deuxième pin. C'est parce qu'Honoré s'est trompé. Il a mis persist de P1. Désolé, c'est P2. Et on refait le flush. Là, normalement, on n'aura pas de problème. Et voici notre deuxième pin. Maintenant qu'on a deux pins, on pourra les récupérer via notre repository et puis les afficher au niveau de la page d'accueil. Donc ici. Je vais tout fermer, vu que ça fait beaucoup de choses. J'aurai besoin de mon repository. Donc, on va injecter pin repository. Et je vais l'appeler pin repository. Au niveau des actions d'un contrôleur, on peut injecter directement les différents services. On n'a pas besoin de le faire via un constructeur. Mais si on n'était pas au niveau d'un contrôleur, on allait être obligé de rajouter le constructeur pour faire l'injection. Donc là, j'ai mon repository, je l'ai importé. On va faire un dump afin de voir qu'on a bel et bien tous les pins. Donc au niveau des repositories, on a une méthode findAll qui permet de tout récupérer. Donc je viens là, j'actualise et voilà, on a un tableau qui contient nos deux pins. Si on n'avait pas fait un dump et qu'on avait mis simplement dump, il n'allait pas arrêter le script et le dump allait être présent en bas. Donc on peut voir de la même manière, on a nos deux pins. Là, parfait. Juste pour que ce soit clair, c'est au niveau de l'entité qu'on a dit que le repository associé, c'est pin repository. Donc il sait que ça, c'est le repository associé à notre entité pin. Et vous avez une méthode findAll qui permet de tout récupérer, find1by qui permet de récupérer un pin via un ensemble de critères, find qui permet de récupérer un pin via son identifiant, et puis findby qui permet de récupérer un ensemble de pins via un ensemble de critères. Ici, c'est un seul pin via un ensemble de critères. Ici, c'est un sous-ensemble de pins via un ensemble de critères. Donc là, parfait. Maintenant qu'on sait cela, on va créer une variable pin qui va représenter le tableau contenant tous les pins. On peut ensuite passer notre variable à notre template. Bien évidemment, on aurait pu mettre un tableau. On va dire, on va passer une variable pin et la valeur va être notre tableau $pin. Mais si vous avez la clé qui correspond à la valeur, simplement qu'on ait un dollar ici, on peut utiliser la fonction compact. Donc si je mets pin, il va créer le même tableau qu'on avait précédemment. Si je mettais Toto, il allait rajouter Toto $Toto. Donc je vais vous le montrer pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Notre ami compact, il va créer pin $pin et également Toto $Toto. Aussi simple que cela. Donc moi je vais enlever Toto étant donné qu'on n'a pas de variable Toto. Donc là on a passé tous les pins. On pourra donc les récupérer au niveau de notre template.
Faisons un petit dump de notre tableau de pin. On vient là et voici nos deux pins. Donc, il y a une fonction twig dump qu'on peut utiliser. Si on tentait d'afficher notre tableau, twig n'allait pas être content. Lui ne sait pas comment afficher les tableaux. Il sait comment afficher les chaînes de caractères. C'est pourquoi j'ai eu à faire un dump. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut parcourir chacun des pins au niveau du tableau. Et pour chaque pin, on va créer une balise article avec un H2 où on aura le titre du pin et puis un paragraphe qui va contenir la description. Normalement, au niveau de Twig, même si ces attributs sont privés, si on vient au niveau de l'entité, Title, Description, ID sont privés. Mais Twig est assez intelligent pour appeler les getters. Donc, il va appeler getTitle et getDescription. On actualise et bang. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Au niveau de notre tableau, on prend chaque pin et pour chaque pin, on crée une balise article avec le titre du pin et sa description. On regarde le code et vous voyez pour chaque pin, on a une balise article avec le titre et la description. Si on regarde le résultat final, on affichait le nombre total de pins. Ça va être simple. Je peux mettre ici notre tableau, mais on va rajouter le filtre length. Le filtre length va permettre de compter le nombre d'éléments au niveau de notre tableau. On revient là et on a deux pins. Le seul problème, si on avait un pin, ceci allait afficher 1, mais pin allait être au pluriel. Donc on allait avoir quelque chose qui allait ressembler à cela. Donc afin d'avoir quelque chose de plus correct sémantiquement, on va créer notre propre fonction twig qu'on va appeler pluralize. Elle va recevoir le singulier et puis le pluriel. Et en fonction du nombre d'éléments, elle va déterminer si on doit prendre le singulier ou le pluriel. Pour l'instant, on aura une erreur vu que cette fonction n'existe pas. On va la créer et ça va être très simple. Si on fait Symfony Console, vous avez une commande make a twig extension qui permet de créer une classe d'extension twig. Donc je fais make twig, je mets simplement le début et puis ça fera l'affaire. On nous dit comment est-ce qu'on veut appeler notre classe. Je vais dire appExtension. Et notre classe a été créée au niveau de src twig. Donc je viens au niveau de src twig et voici notre classe d'extension twig. On va replier un peu tout ceci vu que ça fait beaucoup de choses. Ici, on pourra rajouter nos filtres et là nos fonctions. Moi, je veux créer une fonction. Les fonctions s'utilisent comme les fonctions PHP. Les filtres, quant à eux, on utilise la notation avec le pipe. Donc moi, je vais dire, je veux créer une fonction pluralize et si on appelle cette fonction, elle veut appeler la méthode doSomething qui se trouve au niveau de notre classe ici. Pour l'instant, je vais retourner une chaîne de caractères qui va être Mushibushi. Donc lorsqu'on va appeler cette fonction, elle va appeler cette méthode qui retourne toujours Mushibushi. Donc là, on appelle la fonction, il se fout un peu des arguments qui sont passés. On ne va même pas les récupérer, on retourne Mushibushi. Et vous allez voir, on aura normalement Mushibushi. Et nous, bien évidemment, on va vouloir récupérer tous les arguments. Premièrement, on aura le count, donc le nombre d'éléments. Ensuite, le singulier. Et après, le pluriel. Je vais dire que le count va être un entier. Ici, une chaîne de caractères. Et puis là, également, une chaîne de caractères. Et on va retourner une chaîne de caractères. Ça va être simple. En anglais, lorsqu'on a 0, c'est au pluriel. Donc 0 allait donner 0 pin. Le seul qui allait être au singulier, c'est 1. Mais tout le reste, c'est au pluriel. Donc on pourra dire, si c'est égal à 1, on prend la version au singulier. Dans tous les autres cas, on prend la version au pluriel.
Donc, je pourrais venir là. Je vais créer une variable, disons, result. On aurait pu l'appeler comme on le veut, str, bref, vous mettez ce que vous voulez. Je vais dire si le dollar compte est égal à 1. Donc là, j'ai eu à utiliser 3 fois l'égalité. Mais j'ai une police qui me permet de les afficher de cette manière. Donc, si le compte est égal à 1, on prend le singulier. Dans le cas contraire, on prend le pluriel. Là, on utilise un ternaire. On met la condition, qu'est-ce qu'on doit avoir si c'est vrai et qu'est-ce qu'on doit avoir si c'est faux. Donc, nous, on va retourner quoi? Je vais utiliser les double quotes. Si vous mettez les simple quotes, on ne peut pas faire d'interpolation. Donc là, je vais utiliser les double quotes. Comme ça, je pourrais dire, on va avoir le compte et puis après str. Donc, c'est très important. Si vous mettez les simples quotes, on n'aura pas ici d'interpolation. Il allait retourner littéralement cette chaîne de caractères. Vous voyez? Alors que si on met les doubles quotes, il va remplacer les variables par leur valeur. Et on aura le compte et puis ici le pluriel. Mais si je passais comme valeur, disons 1, il allait prendre le singulier. N'est-ce pas que c'est magnifique? On met 0, il va prendre le pluriel. Vu qu'en anglais, 0 est au pluriel. Donc on revient là et ça marche. La dernière chose que je veux faire, c'est quoi? On va rendre le pluriel optionnel. Donc on peut passer le pluriel ou non. Si on ne passe pas de pluriel, on va prendre le singulier auquel on rajoutera S. Donc je viens là. Je vais dire que le pluriel est maintenant optionnel. On met un point d'interrogation. La valeur par défaut, je vais dire c'est nul. Et là, je pourrais dire, si on a passé un pluriel, on va l'utiliser. Dans le cas contraire, on va prendre le singulier auquel on aura concaténé un S. Donc, en grosso modo, ça veut dire si le pluriel existe et il n'est pas nul, c'est que si on l'a passé, on le prend. Dans le cas contraire, on prend cela. Donc, nous, vu qu'on n'a pas passé de pluriel, il va rajouter S et ça va marcher de la même manière. Mais si on passait un pluriel, disons cool, il allait prendre le pluriel qui a été passé. Ça nous donne maintenant quelque chose de plus flexible. Si c'était personne, on allait être obligé de passer le pluriel. Parce que personne avec S, ce n'est pas le pluriel. Mais ici, pin, ça fait l'affaire. Je reviens là. En lieu et place d'utiliser cette syntaxe, on pouvait la réécrire de cette manière. Donc, ça veut dire si le pluriel existe, on le prend et puis on le met au niveau de pluriel. Dans le cas contraire, on prend cela. Donc, c'est la même chose que précédemment, simplement que c'est beaucoup plus court. On revient là. On doit avoir 2 pins au pluriel et tout est bon. Donc là, je suis fier de vous. On va faire un petit commit. Je vais faire git statut. On a eu à créer notre contrôleur. Donc, GS, c'est un alias que j'ai pour git statut. On a eu à créer un contrôleur. On a créé notre pin. On a rajouté la page index et on a eu installé CSH bundle. Donc, parfait. Je vais faire git add all, git commit. Je vais mettre setup, pin controller, add CSH bundle. Et puis ici, pluralize twig function. On aurait pu le mettre en plusieurs commits, mais ça va faire l'affaire. Ici, on aurait pu être explicite également. Je vais mettre and index action. Bref, au moins on a commité quelque chose. La prochaine étape, ça va être d'afficher une page de détails. Donc lorsqu'on va cliquer sur un pin, on pourra afficher les détails de ce pin. Donc il faudra avoir un lien pour chacun des H2. Je viens là, on vient au niveau de index et on va entourer ceci d'une balise A. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on va mettre comme href, donc on va rajouter le dièse. On vient là et au moins on a des liens. Là, je vais rajouter une autre action. Ça va être l'action show. On va copier route.
Et on va dire, la route va être pin slash suivi d'un identifiant. Donc si c'est le pin 1, ça va être pin 1. Pin 2, pin 2. Donc on peut le prouver rapidement. Si on vient au niveau du résultat final, vous voyez pin 5. On revient là, vous allez voir pin 3 et ainsi de suite. Les pins qui sont à ce niveau sont affichés par date de création. Donc les pins créés récemment sont affichés en première position. On verra comment le faire dans quelques instants. Mais là, cette partie va être dynamique et je vais rajouter des requirements en disant que l'identifiant doit être un nombre, en grosso modo une combinaison de chiffres. Donc on aurait pu mettre anti/d en lieu et place de crochet 09, c'est la même chose. Mais je trouve cela beaucoup plus explicite. Le nom de la route, ça va être app-pin-show. Libre à vous de suivre vos propres conventions, mais moi je mets app underscore le nom du contrôleur sans rajouter contrôleur et puis le nom de l'action. Ici, vu que c'est la page d'accueil, je l'appelais app home. Mais si ce n'était pas la page d'accueil, j'allais mettre app-pin index. Soit dit en passant, vous pouvez avoir plusieurs routes pour une même action. Donc là, c'est la même route, mais j'ai donné deux noms différents. Si on vient au niveau de la console, on fait Symfony console, debug router, on voit que on a deux routes qui pointent vers la page d'accueil. Donc c'est quelque chose qui est possible. Ici maintenant, on doit récupérer le pin via son identifiant. Et au niveau de Symfony, c'est assez simple. Vous allez mettre simplement du type hinting avec le nom de votre entité. Et là, je vais mettre $pin. On importe pin et je vais l'expliquer dans quelques instants. Ici, on retourne un objet de type response. Donc, Symfony Component HTTP Foundation Response. Je vais donc l'importer. J'aime toujours ajouter du type hinting. Mais là, basiquement, c'est quoi? Symfony va récupérer l'identifiant et puis vérifier, vu qu'on a mis ici pin, est-ce qu'on a un objet de type app_entity_pin qui a comme identifiant ceci. Donc, il va regarder en base de données, est-ce qu'on a un pin qui a comme identifiant ce qui aurait été passé. S'il trouve le pin, il va le mettre au niveau de la variable $pin. Dans le cas contraire, on aura une page 404 pour dire qu'on n'a pas trouvé le pin. Donc, nous, on va faire un dump de $pin. On vient au niveau du navigateur. Je mets ici pin 1 de cette manière. Et on voit qu'on récupère le pin 1. Je mets 2, on a le pin 2. Mais si je mets 3, on n'a pas de pin 3. On peut voir qu'on a une page 404. Après, on peut customiser la page 404, mais c'est assez simple. Si vous mettez Customize, Error Page, Symfony, on va vous montrer comment le faire assez simplement. Il va vous falloir créer au niveau de template un dossier bundle, twig bundle, exception. Et pour les erreurs 404, vous allez créer un fichier error404.html.twig et puis mettre ce que vous voulez. Donc, vu que c'est simple, on ne va pas le voir, mais vous pouvez le faire. Nous, on met pin 1 et puis on trouve le pin 1. Je vais donc pouvoir remplacer le dièse. On va utiliser la fonction helper_path et on va dire, si on clique là-dessus, on veut venir au niveau de app-pin-show. Je vais fermer cela. Pour l'instant, on va avoir une erreur. Je reviens au niveau de la page d'accueil. Cette route, elle a besoin d'un identifiant, vu que sans l'identifiant, on ne peut pas générer la route. Donc, si je viens là, je vais dire, on va passer un identifiant et la valeur, ça va être pin ID. Donc, il va passer un identifiant. On utilise les accolades. En Twig, c'est comme un tableau. La clé, c'est ID. Et ça va représenter ID. Et la valeur, c'est pin ID. Donc, en fonction du pin, il va mettre 1 ou bien 2 et ainsi de suite. Donc là, ça va marcher. Et vous voyez, pin 1, on a le dump. Pin 2, on a le dump. Pour ceux qui se demandent, mais pourquoi on n'a pas mis simplement ici, je vais vous le montrer. Pourquoi on n'a pas mis /pin et puis on va dire pin.id.
On revient là, ça va marcher, pin 1 et pin 2. Le problème, c'est que si vous changez ici pour dire épingle, ça ne va plus marcher. Et il faudra remplacer tous les pins par épingle. Maintenant, imaginons que vous l'avez utilisé à plein d'endroits. Il faudra rechercher ceci à ces différents endroits pour les modifier. Alors que si on avait utilisé le nom de la route, ça allait marcher automatiquement. Il va voir que pour cette route, c'est maintenant épingle et puis ça allait marcher. Donc c'est pourquoi on utilise les noms de route en lieu et place de hardcoder les paths. Donc là, essayons maintenant de créer un template pour la page de détail. Donc là, je me suis trompé. On me dit qu'on n'a pas trouvé ceci. Désolé. J'ai oublié de remettre pin. Et bang. On n'avait pas vu de résultat, mais je disais bang. Je vais dire que je vais retourner un template. On utilise render. Et on aura show.html.twig. On doit passer une variable pin. Et puis la valeur va être $pin. Donc on va passer une variable twig pin. Et puis la valeur, c'est le pin qui a été récupéré. Je viens donc là. Je vais donc créer show.html.twig. Et pour l'instant, on va mettre un article avec un h1 qui va représenter le titre du pin. On vient au niveau du navigateur. Et voilà pin 1. Donc ça marche comme on le veut. Je mets 2, pin 2. Il faudra utiliser notre template de base. Est-ce qu'on l'avait utilisé ici? Oui. Donc je vais tricher un peu. On fait CTRL Z. Parfait. Il faudra fermer le bloc. Pour chaque pin, c'est quoi le titre de la page? C'est le titre du pin. Ici, c'est Another Great Pin. Et c'est le titre. Donc, nous, on va dire que le titre, ça va être le titre du pin. Pin title. Parfait. On teste et on a pin 2. Je reviens au niveau de la page d'accueil. Pin 1. Il me faudra donc afficher la description. Je mets pin.description et je vais mettre un lien qui permet de revenir à la page d'accueil. Donc on met path, app home et je vais mettre go back. Donc on pourra naviguer entre les deux pages. Pin 1, bang. Pin 2, bang. Donc on va faire un autre commit. Je fais git statut, git add all, git commit. Je vais mettre add show page and links between pages. Je vais mettre and navigation. C'est beaucoup mieux. Donc là, on va essayer maintenant de faire en sorte que les pins soient affichés par ordre de création. Donc les plus récents d'abord, comme c'était fait ici. On va avoir besoin de rajouter d'autres attributs. Pour l'instant, on a l'identifiant, le titre et la description. Donc pour l'instant, au niveau de la table pin, on a ID, title, description. On va rajouter created at, qui va être la date de création, et puis updated at, qui va être la date de dernière modification. Parfait. Je vais venir là, Symfony Console, Make Entity. Je vais mettre pin, et on me dit que l'entité existe déjà. Donc on va rajouter de nouveaux champs. Parfait, c'est ce que je veux. Je vais dire on aura created at. Assurez-vous de l'écrire en notation camel case. Si vous avez un nom de champ qui se termine par at, Symfony devine automatiquement que c'est un champ de type datetime. Si ça se terminait par on, il allait se dire c'est un champ de type date. Donc si on avait mis created on. Là, je vais garder donc datetime. Je fais entrer. Ce champ ne peut pas être nul. On fait la même chose pour updated at. Datetime et non nul. On n'a plus de champ, on fait entrer. Donc on va vérifier.
on a nos deux champs et puis des getters et des setters. Moi, je veux que ces deux nouveaux attributs soient remplis automatiquement. Donc, lorsque je vais créer un nouveau pin, il va prendre le created at et puis le updated at et la valeur, ça va être la date et l'heure actuelle. Lorsque je vais modifier un attribut, il va modifier uniquement updated at. Donc, à la création, les deux attributs auront la même valeur. Mais après, à chaque modification, on va modifier uniquement updated at. On pourra le faire très simplement. Au niveau des entités, doctrine, vous pouvez rajouter @orm et on va mettre as lifecycle callbacks. On peut faire une recherche Google et vous avez plusieurs événements doctrine durant le cycle de vie d'une entité. Donc, avant de persister une entité, vous avez l'événement pré-persiste. Après avoir persisté une entité, vous avez post-persist. De la même manière, avant un update, on a pré-update et après un update, on a post-update. Normalement, si on prenait le lien avec la doc de doctrine, on descend un peu. On va être patient. On verra tous les événements dont je viens de vous parler. Donc, on descend encore. Et vous voyez, on a post-load, post-persist, pré-persist, pré-remove, pré-update, post-update. Donc, moi, je pourrais dire, pour cette entité, on va écouter les différents événements du cycle de vie. Donc, il faut rajouter cette annotation. Ensuite, je vais créer une méthode que je vais appeler update timestamp. Généralement, le created at et le updated at, c'est ce qu'on appelle des timestamps. Donc, cette méthode va nous permettre de mettre à jour nos timestamps, ces deux valeurs. Je vais venir là et on va rajouter des annotations. On va dire, cette méthode, on veut l'appeler avant un persist. Donc, je mets pré-persist. Et on veut l'appeler également avant un update. Donc, je vais mettre pré-update. Donc, avant la création d'un pin, on va appeler cette méthode. Avant la modification d'un pin, on va appeler également cette méthode. Et qu'est-ce que cette méthode va faire? Elle va appeler les setters de created at et de updated at. Donc là, set updated at. Pour created at, on va mettre la date et l'heure actuelle. Donc je peux mettre new datetime et pourquoi pas je vais utiliser datetime immutable. Si vous n'avez jamais entendu parler de cela, en grosso modo, vous allez avoir un objet datetime immuable qu'on ne peut pas modifier. Là, je vais copier ceci et le coller. Ce qui est intéressant, je peux utiliser PSH, donc Symfony Console PSH, et je vais faire new datetime. Je mets l'anti-slash vu que c'est dans le namespace global. Si je mets new datetime immutable, voici, on a un objet datetime immutable. Il utilise le fuseau horaire de Montréal vu que c'est ce qui est configuré au niveau de ma machine. Mais au niveau d'un projet Symfony, si vous utilisez le client Symfony, vous pouvez créer un fichier PHP ini, comme on l'a vu au niveau de la première application. Je vais rajouter date.timezone et on va dire qu'on va utiliser le timezone de Montréal. Donc, c'est le même timezone que celui de Québec, vu que moi, je me trouve à Québec. Si on a plusieurs configurations, c'est généralement intéressant de les regrouper en sections. Donc, on aurait pu mettre n'importe quoi, mais c'est le nom d'une section et puis on met ceci entre crochets. Le plus important, c'est cette partie. Pour que cela soit pris en compte, il faut généralement stopper le serveur et puis le relancer. Parfait. Donc, nous, on revient là. Et vous voyez, avant chaque persist et avant chaque update, on met les deux à jour. Donc, lors de la création, ça va marcher. Les deux vont devoir être mis à jour. Mais là, on a un petit problème.
Lorsqu'on va créer le pin, c'est bon, on peut mettre les deux à jour pour leur donner une valeur qui sera la date et l'heure actuelle. Mais au niveau du update, il faudra mettre à jour uniquement le updated at. Donc on va dire si notre created at, donc je peux mettre $10 get created at est égal à nul, je mets 3 fois l'égalité, alors on va lui donner une valeur. Mais si le created at a déjà une valeur, on ne va pas modifier cette valeur. Donc le created at aura une valeur uniquement lorsque on aura créé le pin. Donc si on a déjà une valeur à la création, on ne doit plus modifier cette valeur. C'est juste la valeur du updated at qui devra être modifiée. Donc là, tout est bon. On a rajouté nos deux événements, on a rajouté cette annotation et puis tout va marcher. Essayons donc de créer une migration. On va faire Symfony Console Make Migration. Donc on aura deux champs, Created at et Updated at. Je vais mettre Add Created at and Updated at fields. Pourquoi pas tout pins table. Là, on a un petit problème, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais appliquer ma migration, Doctrine, Migrations, Migrate. Pour l'instant, si on fait un describe de pin, on n'a pas ces deux champs, mais lorsque je vais faire yes, on aura nos deux champs. Le seul problème, si on regarde les pins qui existent déjà, la valeur par défaut c'est 0, 0, 0, 0, ainsi de suite. Donc moi, je vais annuler cette migration en faisant prève. Donc ça va permettre d'annuler la migration. Et dans ce cas-là, le down va être exécuté et on retire les deux champs. C'est ce qui a été fait. Donc si on refait un describe, on n'aura plus created at et updated at. Mais je pourrais venir là et je vais dire, pour ces deux champs-là, je vais les sélectionner. On va donner une valeur par défaut. Donc on met option, default, et la valeur par défaut va être current timestamp. Donc current timestamp, ça va vous donner la date et l'heure actuelle. Donc je fais un select, j'ai oublié le point virgule, et vous voyez, il est 2h58. On vérifie et c'est le cas. Donc moi je dis pour ces deux champs-là, la valeur par défaut va être la date et l'heure actuelle. Donc on va supprimer cette migration. Je fais delete. On va générer une nouvelle migration. Et vous allez voir, la nouvelle migration, on aura maintenant une valeur par défaut. Donc en lieu et place de prendre 0, 0, 0, 0, il va prendre le timestamp courant, donc la date et l'heure actuelle. Ce qui va faire que les pins existants vont avoir comme valeur par défaut la date et l'heure actuelle. On revient là, on refait un select all et vous voyez, on a la date et l'heure actuelle pour les deux. Donc là, c'est très important. On a eu la date et l'heure actuelle à cause de ces defaults-là. Ça n'a rien à voir avec update timestamp. Ça va être utilisé tout à l'heure lorsqu'on va faire new pin et puis après entity manager persist. Donc avant le persist, il va appeler cela. Ou bien avant un update, il va appeler cela. Vu que ça ne s'applique pas aux pins existants, c'est pourquoi on a eu à rajouter default pour donner des valeurs par défaut. Créons donc un nouveau pin. Et on va vérifier est-ce que le created at et le updated at vont être setés automatiquement. Donc je suis paresseux, mais je vais retaper use app entity pin. Je voulais utiliser la touche en haut, mais ça allait être beaucoup plus fatigant. Je fais new pin. On va setter le titre.
Donc là, c'est P3. On va setter la description. Et pour l'instant, vous allez voir. On a le titre et la description qui ont été setés. Lorsque je vais faire le persist, il va mettre les deux à jour. Vu que pour l'instant, created@ est nul. Donc, il va setter ceci et puis après cela. On aura besoin de l'entity manager. Donc, on utilise le container, getDoctrine et puis getManager. On fait un persist. Et puis, on n'oublie pas de faire un flush. On croise les doigts et vous allez voir. On aura un nouveau pin et comme par magie, les deux attributs ont été setés. Je vais modifier le pin 3. Je vais dire, on va modifier la description. Je mets description 3 avec des parenthèses. Je mets edited. Là, j'ai juste besoin de faire un flush. Donc, vu que l'entité est déjà gérée par Doctrine, je modifie un attribut, je fais le flush. Il va faire un update. Et vous allez voir uniquement le updated@ a été mis à jour. Donc là, c'est 3h02, ici 3h03. Donc tout marche comme on le souhaite. On va essayer de tester. On aura maintenant 3 pins, simplement qui ne sont pas affichés dans le bon ordre. Le pin 3 doit être affiché avant. Le pin 3 doit être affiché en première position, vu qu'il a été créé récemment. On vient au niveau de notre contrôleur. Et je vais utiliser findBy. Rappelez-vous, findBy permet de récupérer un ensemble de pins en se basant sur des critères. Donc les critères sont donnés sous forme de tableau. Par exemple, j'aurais pu dire, je veux tous les pins qui ont comme titre, disons, Toto. Imaginez que c'était un repository pour des événements. Je pouvais dire tous les événements dont le prix est de $30. Mais nous, on veut tous les pins sans aucun critère. Donc, je vais donner un tableau vide et ça va récupérer tous les pins. Vu qu'on n'a aucun critère, donc tous les pins vont matcher cet ensemble de critères vides. Pourquoi je le fais? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. On peut dire comment est-ce qu'on veut ordonner nos éléments. Donc, moi, je vais dire que je veux les ordonner par date de création descendante. Et voilà aussi simplement. Donc, on aura maintenant les pins ordonnés par leur date de création de manière descendante. Et vous voyez pin 3, pin 1, pin 2. Si vous êtes curieux, et puis on vient au niveau de pin repository, qui hérite de service entity repository, qui hérite de entity repository, on va rechercher find. On va cliquer sur find all. Et vous voyez que find all, tout ce que ça fait, c'est quoi? Ça appelle findBy, mais on passe à un critère vide. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. C'est comme si on a fait un find all, mais on a dit comment est-ce qu'on veut ordonner nos éléments. On ne pouvait pas utiliser find all parce que lui ne prend aucun argument. Donc, il fallait utiliser findBy qui se trouve en bas. Un tableau de critères vide. On dit comment est-ce qu'on veut ordonner. On pouvait même limiter le nombre d'éléments. Donc, j'aurais pu dire que je veux 2 éléments. Et vous allez voir, on aura 2 éléments. Bref, on revient là. Et puis, on a le résultat qu'on voulait. Créons donc un autre commit. Je vais faire un git statut, git add all, git commit. Je vais mettre add php config. En ce qui concerne le time zone, make pin entity timestampable pour dire qu'on a rajouté created@ et updated@ et listing on index by created@ desk. Parfait. Essayons de faire quelque chose de très cool. Je vais tout fermer. On vient au niveau de pin et vous allez voir plus tard, on va avoir une entité user et peut-être on va vouloir savoir à quel moment l'utilisateur a été créé ou bien à quel moment ces infos ont été dernièrement modifiées. Donc, imaginez qu'on a une entité user
et puis on doit dupliquer cela. Donc on va copier ceci, on va copier la même chose, on va copier tout ceci, ça va être fatigant. Donc ce que j'aime faire c'est quoi? Au niveau de Entity, je vais créer un trait. J'aime mettre mes traits dans un dossier trait. Si vous avez oublié c'est quoi les traits, je vais faire un rappel dans quelques instants. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai eu à créer un trait que j'ai appelé timestampable. On met PHP, on doit rajouter le namespace, ça va être app entity trait. Donc on suit l'arborescence, c'est app entity trait. Si on vient au niveau de composer.json, le dossier src est associé au namespace racine app. Donc on va dire ici, ça va être app entity trait. Parfait. Je vais créer mon trait qui aura comme nom timestampable. Et au niveau d'un trait, vous pouvez mettre différents attributs. Donc je peux avoir un attribut toto. Vous pouvez avoir différentes méthodes, par exemple Tata. Et si vous venez au niveau d'une classe et que vous utilisez le trait en question, donc là je vais importer timestampable, c'est comme si il va copier les attributs, les méthodes que vous avez définies au niveau de votre trait et puis les coller ici. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Je vais importer de nouveau parce que j'ai fait un CTRL Z de trop. Nous on va copier tout ce qu'on doit avoir au niveau de timestampable. Donc premièrement, ces deux attributs, created@ et updated@. De la même manière, on va copier update timestamp et les getters et setters. Je vais les mettre également à ce niveau. Donc voilà. Maintenant, tout est au niveau de ce trait. La seule chose qu'il faudra faire pour être timestampable, donc pour avoir le created@ et updated@, c'est de rajouter cette annotation et puis d'utiliser le trait. Donc si j'ai une autre entité user, on va rajouter cette annotation, on utilise le trait et puis tout va marcher. Donc là, on n'a rien changé en termes de structure. On aura toujours created@ et updated@. Je vais créer un autre pin afin de vous montrer que tout marche. Donc je vais le faire assez rapidement. On fait un use. On va l'appeler pin 4, juste pour que ce soit clair. On set le titre. On set la description. On récupère l'entity manager. Et on va faire un persist et un flush. On vient au niveau d'ici. Je fais un select all et vous voyez, tout marche de la même manière. On met à jour la description. On fait un flush. Et seul le updated@ va être mis à jour. Donc 09, ici 37. On a maintenant 4 pins. On a 4. Et puis le quatrième est en première position. Faisons un petit commit. Git statut, git add, git commit, refactoring by adding timestampable trait.